La modélisation de la croissance des plantes, une approche pluridisciplinaire, présentation du modèle GreenLab. Ce diaporama est celui d'une conférence qui a été donnée à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, à l'hôtel de l'UNAS. Les recherches sur la croissance et l'architecture des plantes ont été entreprises au CIRAD sur plusieurs dizaines d'années, notamment pilotées par le laboratoire AMAP. Ceci, en collaboration avec les instituts agronomiques français comme l'INRA et l'IRD, avec l'Institut informatique INRIA, avec l'École centrale Supélec, à l'étranger, en Chine, avec l'Institut d'automatique de Pékin et l'Université d'agriculture de Chine, en Hollande, avec l'Université de Wageningen, et enfin en Afrique, avec l'Université de Daloa de Côte d'Ivoire. Les différents niveaux d'observation sur les plantes. À la base, nous trouvons la cellule. À ce niveau existe une grande communauté scientifique. C'est le domaine de la physiologie, dans lequel on trouve la photosynthèse, les réactions enzymatiques. Les méthodes sont celles de la biologie moléculaire. La modélisation se fait avec les biomathématiques, qui utilisent par exemple des logiciels comme MATLAB pour mettre en œuvre les équations. Quand on remonte, on trouve l'organe, qui est le domaine de la botanique, domaine qui a une grande communauté scientifique. Les botanistes dessinent finement la morphologie des organes pour permettre de classifier les plantes en différentes espèces. L'intelligence artificielle, maintenant, permet de reconnaître les différentes espèces avec des logiciels comme PlantNet. Quand on remonte, on trouve la plante. C'est le domaine de la croissance et de l'architecture, domaine qui est très peu représenté dans la communauté scientifique. Les méthodes sont celles de la biologie intégrative, qui utilise les relations source-puits et les différentes échelles d'organisation de la plante. Les modèles sont des modèles dynamiques, qui utilisent aussi des processus stochastiques. Les logiciels comme GreenLab permettent de faire croître l'architecture des plantes et de simuler leur fonctionnement. Quand on remonte, on arrive au niveau du champ, qui est le domaine de l'agriculture, avec une abondante littérature, et les sciences d'environnement qui sont utilisées permettent de calculer avec précision avec les modèles de culture les rendements des différentes espèces, le blé, le maïs, le soja, etc. Des logiciels comme AppSim permettent de calculer précisément, en fonction des données climatiques, le rendement espéré des plantes. Les disciplines concernées dans la croissance des plantes. Nous avons la bioclimatologie, avec l'action de la lumière, de la température, de l'eau, les nutriments dans le sol. Nous avons la botanique, avec la notion de modèle architectural. Nous avons l'agronomie et l'écophysiologie pour le fonctionnement physiologique des plantes. La mathématisation de ces connaissances se fait à l'aide de modèles mathématiques qui utilisent les processus stochastiques, les systèmes dynamiques. Enfin, il nous faut l'informatique pour simuler numériquement la croissance des plantes et la visualiser en images de synthèse. Les pionniers en architecture des plantes et en écophysiologie. En architecture des plantes, le botaniste Francis Allais a créé le concept de modèle architectural dans lesquels tous les arbres et les plantes existantes peuvent être classifiés. Ces modèles sont à peu près au nombre de 25 et ils permettent de comprendre vraiment l'agencement des différents types d'architecture. Rivals, de son côté, a créé la notion d'âge physiologique qui permet de distinguer les différents types d'axes qu'il y a sur une plante et quels sont leurs fonctionnements. En écophysiologie, au XIXe siècle, Théodore de Saussure a été le premier écophysiologiste à définir vraiment le rôle des organes, le rôle assimilateur des feuilles pour le gaz carbonique, le rôle des racines évidemment pour l'eau, dire que l'azote provient du sol et non pas de l'atmosphère. Il a été vraiment le premier écophysiologique qui a donné aux organes leur rôle. En agronomie, au XXe siècle, De Witt a créé la notion de modèle de culture en utilisant la notion d'indice foliaire qui est le calcul de l'interception de la lumière par le couvert végétal et qui est un indice très important pour pouvoir estimer la récolte. En agronomie,
Les plantes modélisées sont dites plantes computationnelles. Computationnelles parce que l'on calcule le fonctionnement des méristèmes et le fonctionnement des relations source-puits entre organes avec la photosynthèse. L'image de la plante simulée ou modélisée est secondaire. Au contraire, en informatique, c'est l'image qui compte. En informatique, on parle de plantes virtuelles. Ces plantes virtuelles sont calculées avec des algorithmes purement mathématiques sans contenu réel biologique. Elles sont reconstruites en 3D avec des algorithmes géométriques et sont rendues en images de synthèse pour pouvoir avoir des applications multimédia. Le professeur Pozinkiewicz a été un pionnier en images de synthèse avec les L-systems. Il existe des idées reçues sur les plantes. Les plantes sont fractales, elles contiennent le nombre d'or. Les spirales contiennent des séries de Fibonacci. Ces phénomènes sont très rares. Elles sont observables, par exemple, sur les inflorescences des choux, notamment sur le chou romanesco, où plus on descend dans le détail, plus on voit la même chose, ce qui est une définition des fractales. On peut voir aussi chez les tournesols de très belles spirales, où le nombre d'or peut s'exprimer. Mais dans la réalité, on peut avoir n'importe quel type de spirale. Les plantes peuvent être antifractales, c'est-à-dire que plus la plante pousse et plus les organes sont gros, et donc il faut définitivement renoncer à ces idées reçues. Qu'est-ce qu'une plante? Une plante est un système biologique vivant composé d'organes. Ces organes sont les feuilles, les fruits, les entreneux, les racines. Les entreneux forment le squelette de la plante. Les feuilles sont les organes qui assimilent le carbone. Les racines assimilent l'eau et les nutriments du sol. À l'extrémité des axes trouvons les méristèmes, qui sont des zones avec une division cellulaire intense qui assure le prolongement des axes. Nous avons le phytomère, qui est l'unité de base de l'architecture des plantes, constituée d'un entrenœud, d'une feuille, d'un bourgeon axillaire et d'une fleur, d'un fruit. Et ces phytomères s'assemblent d'une façon linéaire, en série, en axes végétatifs. Tous les organes sont composés de matière végétale, en gros 80% d'eau, 15% de gaz carbonique, qui sont des sucres donc. La géométrie des organes est fixée par des règles allométriques en fonction du volume. Par exemple, les feuilles sont plates et lorsqu'elles doublent leur poids, elles doublent leur surface. Il faut considérer deux aspects dans le fonctionnement des plantes. L'aspect du développement, qui est le résultat de l'action des méristèmes, qui produit en série des phytomères. L'aspect croissance, lorsque le méristème est bloqué, l'action de la photosynthèse va faire continuer à croître les organes. Et généralement, développement et croissance sont de mise ensemble. Le développement est assuré par le méristème et la croissance par la photosynthèse, c'est-à-dire les relations source-puits. On voit ici, en 3D, la plante réalisée. Agrégation des entités botaniques par changement d'échelle. Au départ, nous avons des cellules. Ces cellules, en se multipliant, vont constituer des organes différenciés, les méristèmes, apicaux ou axillaires, les feuilles, les fruits, les entreneux, les racines. Ces organes vont s'assembler eux-mêmes en phytomères, constitués d'un entreneux, d'une feuille, d'un méristème axillaire, les fruits. Les phytomères vont s'assembler entre eux en série pour constituer des axes végétatifs, qui eux-mêmes en ramifiant vont donner une structure végétale dont on voit l'aspect hiérarchique. Différents types d'axes chez les plantes. On distingue les axes à développement continu et les axes à développement rythmique. Dans le cas du développement continu, le méristème terminal met en place des séries de phytomères. Dans le cas du développement rythmique, le méristème terminal met en place des groupes de phytomères. Ces groupes de phytomères sont appelés unités de croissance ou modules. La floraison peut être latérale ou la floraison peut être terminale. Si la floraison est latérale, le méristème terminal peut continuer à fonctionner et va mettre en place des branches de même nature. On va parler de l'architecture monopodiale.
Si la floraison est terminale, le méristème ne peut plus continuer de fonctionner et le développement continu de la plante va se faire par des relais successifs. On parle de sympode, de ramification sympodiale. Dans le cas de la floraison latérale, pour le développement rythmique, il y a des types de phytomères qui portent des fleurs et des types de phytomères qui portent des bourgeons axillaires. Ces bourgeons axillaires vont donner naissance à des branches à développement rythmique de même nature que ceux de la tige. Si la floraison est terminale, alors la tige arrête de pousser et la plante va continuer à se développer rythmiquement par des relais successifs de la tige. Enfin, les axes peuvent avoir une capacité de redressement, qu'on appelle orthotropie, ou une capacité d'affaissement, qu'on appelle plagiotropie. Contribution de la botanique. Les modèles architecturaux du botaniste Francis Allais. Les modèles architecturaux ont été créés par Francis Allais pour décrire l'architecture de la plupart des espèces d'arbres, d'arbustes ou de plantes. Ils sont basés comme critère de classification, sur le fonctionnement des axes. Certains axes ont un développement continu, d'autres des développements rythmiques. Certains axes ont des floraisons terminales ou latérales. Ils peuvent se redresser, ils sont dits orthotropes, s'affaisser, ils sont dits plagiotropes. Tous ces critères font qu'on peut désigner un modèle architectural par leur combinaison. Sur cette planche, vous voyez des dessins de botanistes et leur comparaison avec des simulations informatiques. Les dessins ont servi de support pour la création de l'automate botanique qui permet de répliquer tous les modèles architecturaux. Nous avons d'abord le modèle dit de Lowenberg, qui est un modèle dit sympodial, constitué d'articles qui se ramifient indéfiniment, et cette structure dite sympodiale est représentée dans la nature, par exemple, par le frangipanier. Ici, vous avez une structure monopodiale qui est caractérisée par un méristème qui a un fonctionnement continu, qui fabrique des branches également à fonctionnement continu. Ce système est dit monopodial, il est représenté par le pin. Ici, vous avez un modèle architectural beaucoup plus compliqué, avec des articles orthotropes qui se succèdent pour édifier un tronc et qui émettent des branches horizontales. C'est le système du cacaoyer, dit du modèle de Nozeran. Ici, vous avez un arbre qui a une ramification monopodiale parce que le tronc a une croissance continue. Il émet des branches qui ont une ramification sympodiale. C'est le modèle du manguier. Ici, vous avez un arbre qui émet des rameaux plagiotropes dans tous les sens. C'est le modèle de Troll représenté par l'albizia. Ici, vous avez un modèle avec un tronc orthotrope, des branches plagiotropes. C'est le modèle du sapin. Nous ne les verrons pas tous. Une particularité, c'est que ces modèles peuvent réitérer. Ici, vous avez un modèle de roux, qui est le modèle du caféier. Le tronc a une croissance continue, il émet des branches plagiotropes, et il peut réitérer, c'est-à-dire refaire un sous-caféier. Tous ces modèles que vous voyez ici peuvent réitérer. Contribution de l'arboriculture, le fonctionnement des méristèmes et l'âge physiologique. Dans les modèles architecturaux de Francis Allais, on s'intéresse aux différentes catégories de modèles architecturaux correspondant à différents types d'empilement des axes végétatifs produits par les méristèmes. Ce sont en fait les effets que l'on constate. Rivage, de son côté, est remonté aux causes, c'est-à-dire au fonctionnement des méristèmes eux-mêmes. Ces méristèmes peuvent fabriquer des phytomères dans un même état physiologique. Par transition, ils peuvent donner naissance à des axes ramifiés qui ont des âges physiologiques supérieurs. Quand on considère un modèle architectural selon Francis Allais, chaque ordre de ramification, généralement, correspond à un âge physiologique. Ainsi, l'âge physiologique 1 va donner des âges physiologiques 2, qui eux-mêmes, par transition, vont donner des âges physiologiques 3 et des âges physiologiques 4. Le modèle architectural ne descend pas dans le détail et considère
les principales ramifications à un niveau de ramification donné. Mais dans les arbres fruitiers, ce qui est important, c'est le détail. Ainsi, les axes courts que l'on peut trouver branchés à tous les niveaux sont en fait les axes qui produisent les fruits. Ils sont donc les plus importants. Donc, il faut rentrer plus dans le détail que dans le modèle architectural pour arriver dans ce que les botanistes du laboratoire AMAP ont appelé l'unité architecturale, où on regarde comment les différents âges physiologiques se branchent sur les différents types d'axes. Par exemple, l'âge physiologique 1 peut porter des âges physiologiques 2, 3 et 4. Les âges physiologiques 2 peuvent porter des âges physiologiques 3 et 4. Et les axes physiologiques 3 peuvent porter des âges physiologiques 4. Mais les méristèmes eux-mêmes ne restent pas tout le temps dans le même état et peuvent par transition changer d'âge physiologique. C'est ce qu'on voit ici par exemple, le tronc se transformant en branche. On peut observer ceci chez les tables des conifères, par exemple des cèdres et des pins. Vous voyez donc que ces architectures sont assez complexes, mais sont très bien rendues par la notion d'âge physiologique. Si l'on regarde maintenant ce qu'on appelle les pousses et les unités de croissance, une pousse bisannuelle comprend 2 unités de croissance successives. Ces unités de croissance successives sont de telle sorte que la dernière unité de croissance formée n'est pas ramifiée, et c'est celle de l'année précédente qui est ramifiée, et qui généralement va porter des ramifications avec des âges physiologiques croissants lorsque l'on descend du sommet vers la base de l'unité de croissance. Ici, vous voyez, sur la physiologique 1, on voit des âges physiologiques 2, 3 et 4. Sur la physiologique 2, nous allons voir des âges physiologiques 3 et 4. Sur les âges physiologiques 3, des âges physiologiques 4. Quant à l'âge physiologique 4, il n'est pas branché. L'âge chronologique et l'âge physiologique. La durée du développement d'une plante est mesurée en cycles. C'est l'âge chronologique. À chaque nouveau cycle, tous les méristèmes apicaux peuvent produire un nouveau phytomère par répétition de l'âge physiologique ou par transition. Les transitions en âge physiologique créent des sous-structures qui s'emboîtent comme des poupées russes et qui peuvent se répéter de nombreuses fois si la plante est grande. Nous voyons ici une plante avec 4 âges physiologiques. Nous faisons d'abord pousser l'âge physiologique 4 au premier cycle et au deuxième cycle. Ces sous-structures vont habiller la sous-structure d'âge physiologique 3 au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle. Vous voyez qu'ici, nous avons l'âge physiologique 4 à l'âge 2, l'âge physiologique 4 à l'âge 1, puis nous passons à l'âge physiologique 2, nous faisons pousser cette structure qui s'habille avec les sous-structures de l'âge physiologique précédent suivant l'augmentation de leur âge chronologique de haut en bas, puis nous arrivons à la sous-structure principale qui contient toutes les sous-structures qui ont été fabriquées. L'automate botanique de Greenlab. L'automate botanique est un système qui permet de simuler le fonctionnement des méristèmes cycle par cycle. À chaque cycle, le méristème va créer un nouveau phytomère en série avec une certaine probabilité. Il va engendrer des axes ramifiés avec une certaine probabilité. Ces axes peuvent avoir également une mortalité, donc à chaque cycle de développement, il existe une viabilité. L'automate est donc stochastique. En puissance, cet automate peut générer tous les modèles architecturaux, les unités architecturales avec leur réitération. Nous voyons ici sur cette diapositive que les phytomères sont constitués donc d'un entrenœud, d'un bourgeon axillaire et d'une feuille. Vous voyez ici que nous sommes dans différents âges physiologiques, simulés par du bleu, du vert, du rouge. Chaque phytomère bleu peut porter un phytomère rouge ou un phytomère vert. Un phytomère vert peut porter un phytomère rouge, et les phytomères rouges correspondent à la dernière transition d'âge physiologique. Le développement est continu si le méristème fabrique des phytomères en série, avec leur possibilité de répétition et de transition. Il est dit rythmique si il fabrique des unités de croissance qui contiennent elles-mêmes des phytomères en série, et ces unités de croissance vont se répéter un certain nombre de fois. Vous voyez ici donc le développement rythmique
qui correspond à un automate botanique double échelle avec ses transitions. Vous pouvez ici voir des simulations du développement de plantes à croissance continue ou de plantes à croissance rythmique, ce qui est le cas des arbres. Structure potentielle, structure chronologique et structure topologique. La structure potentielle est la structure qui contient toutes les réalisations possibles des phytomères par l'automate botanique. Chaque phytomère a une probabilité d'existence qui dépend des taux de développement, de ramification et de mortalité des méristèmes. Cette structure est aussi une structure chronologique parce qu'on peut connaître l'âge d'apparition de chacun des phytomères en parcourant le chemin qui va de la base jusqu'à ce phytomère. Maintenant, lorsqu'on simule cette structure avec des nombres au hasard, dite méthode de Monte-Carlo, à cause des échecs, il est possible que certains phytomères ne se réalisent pas, ils seront dits vides. A contrario, il y aura des phytomères pleins qui sont ceux qui seront réalisés. La structure chronologique réalisée est donc un ensemble de phytomères pleins et de phytomères vides. Si l'on supprime les phytomères vides, on obtient la structure topologique correspondante, qui est celle que l'on peut voir, parce qu'évidemment, on ne peut pas voir les phytomères vides. Or, dans cette structure, le temps a disparu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'âge d'apparition d'un phytomère en parcourant le chemin de la base jusqu'à ce phytomère. Nous allons pouvoir simuler autant de structures topologiques à partir des structures chronologiques. Le problème qui se pose maintenant est de savoir comment fonctionnent les méristèmes, c'est-à-dire quels sont les paramètres du développement des tiges, les paramètres du développement des rameaux. C'est le principe de l'analyse des cimes. Une cime est constituée d'une tige et de toutes les branches qui sont ramifiées de haut en bas. On constate que c'est la même branche en fait qui évolue du sommet où elle vient de naître jusqu'à la base où les branches sont les plus vieilles. On constate qu'il y a des branches qui sont mortes, des branches qui sont absentes. Quand on compare les cimes d'un même clone de caféier, on a une distribution et c'est la même plante qui est représentée dans des topologies qui sont différentes. À partir de l'analyse de ces cimes, on va pouvoir déduire quels sont les taux de développement des tiges, le taux de développement des rameaux, les rapports de rythme, c'est-à-dire qu'ici, nous avons un rapport de rythme de 1,1, ça veut dire que les branches se développent un peu plus vite que la tige. Nous avons les taux de ramification, nous avons les taux de viabilité. Ici, vous avez sur ce premier graphique le nombre de phytomères qui sont faits sur les branches en fonction de leur distance sur la cime. Vous voyez que ce nuage de points est très étalé. Il représente en fait l'activité des méristèmes. Ici, vous avez l'évolution du taux de ramification de bas en haut jusqu'au moment où ça se stabilise. Et ici, vous avez le taux de mortalité qui augmente de haut en bas sur les rameaux. Nous pouvons simuler maintenant en 3D la croissance, le développement de ces plantes. Et nous avons ici deux simulations du caféier qui a été analysé avec le logiciel AMAPSIM. Lorsque l'on connaît les paramètres du fonctionnement des méristèmes, on peut simuler le développement de la plante. Développement et non pas la croissance. Le méristème met en place des phytomères. Si on donne des dimensions aux organes des phytomères, alors on va voir l'architecture de la plante. Mais il n'y a pas de biomasse dans ces phytomères, donc la photosynthèse n'a pas fonctionné. Néanmoins, nous pouvons voir la structure tridimensionnelle de la plante et observer la mise en place des organes d'une façon cinétique. Nous voyons ici la croissance d'un caféier et plus loin, à droite, la croissance d'un cotonnier. L'analyse des cimes a donc été effectuée sur ces deux plantes et nous permet de restituer le fonctionnement des méristèmes et de voir le développement de l'architecture en 3D. Plusieurs plantes ont été analysées avec la méthode de l'analyse des cimes, des arbustes, des plantes herbacées, des arbres. Nous présentons ici quelques-uns des résultats que nous avons obtenus au CIRAD. Vous avez ici l'architecture d'un bambou fait avec la Bormus rhénanduse,
le tabac fait avec l'Institut technique du tabac, les bégonias avec les serres de Rochefort, les cotonniers au CIRAD, les caféiers en Côte d'Ivoire, les ormes au Japon et les merisiers à l'INRA de Montpellier. Ces architectures donc résultent du fonctionnement des méristèmes qui a été analysé par l'analyse des cimes, sur lesquels on a prédimensionné des organes en respectant les angles de branchement, de phyllotaxie, la flexuosité des branches, etc. Donc nous avons ici un ensemble, un panel, des plantes simulées par les logiciels développés au CIRAD. Effet de la température sur le développement des plantes. Nous prenons l'exemple du pois cultivé à Montpellier dans des serres. Lorsque l'on sème des pois dans une serre, dans différentes chapelles, avec différentes températures, et qu'on suit le développement des tiges en fonction du nombre de jours, et que l'on appelle le temps calendaire, on s'aperçoit que dans les chapelles fraîches, le développement est ralenti, et dans les chapelles chaudes, le développement est rapide. On observe une très grande dispersion du nombre de feuilles fabriquées par les tiges pendant le temps calendaire, avec la variation des températures dans les chapelles. Maintenant, si on s'intéresse au temps thermique et qu'on regarde le cumul des températures reçues dans les différentes chapelles, on s'aperçoit que tout ce nuage dispersé s'aligne le long d'une droite. Le nombre de feuilles fabriquées est donc proportionnel à la somme des températures journalières cumulées dans les chapelles. Ceci homogénéise beaucoup le développement, ce qui est très précieux pour la modélisation, et évidemment, nous allons utiliser le temps thermique et non pas le temps calendaire pour suivre le développement des plantes. Le cycle de développement qui est utilisé dans l'automate botanique de GreenLab est évidemment indexé sur le temps thermique. Effet de la lumière sur la croissance des plantes. On prend encore l'exemple du pois cultivé par l'INRA. Lorsqu'on sème des pois à différents moments de l'année et qu'on regarde la production de biomasse en fonction du temps calendaire, on va obtenir des productions très différentes. Mais si maintenant on calcule le total de la radiation reçue interceptée par le feuillage et que l'on regarde la biomasse fabriquée, on constate une très bonne linéarité. On en conclut que la croissance est donc proportionnelle à la radiation reçue par la plante. Ce qui compte donc, ce sont les cumuls. Le cumul de température permet de contrôler le développement et le cumul de la radiation reçue permet de contrôler la croissance. Synthèse du rôle des facteurs environnementaux sur la croissance et le développement. Le méristème terminal, sous l'action d'un programme génétique, va créer des phytomères en répétition jusqu'à une transition d'âge physiologique où il peut muter par exemple en fleurs. Le développement est terminé. Par ailleurs, la production de biomasse dépend de l'intensité lumineuse qui modifie la photosynthèse. On va obtenir au bout d'un même temps calendaire des plantes identiques pour le développement mais avec des biomasses différentes. Par ailleurs, la vitesse de développement contrôle la vitesse de mise en place des phytomères et on va obtenir le même stade de développement au bout d'un certain nombre de temps calendaires différents dépendant des températures. Contribution de l'agronomie, interception de la lumière. Lorsque la plantation est régulière, toutes les plantes occupent une même surface disponible. Quand les plantes sont jeunes, les feuilles sont séparées et la surface photosynthétique est égale à la surface foliaire. Puis quand la plante grandit, les feuilles se superposent, seule la feuille du haut va recevoir la lumière, ce qui fait que la surface photosynthétique est inférieure à la surface foliaire. Lorsque tout le feuillage recouvre le sol, la surface photosynthétique est égale à la surface disponible. Le Hollandais agronome de Witt a modélisé le taux de recouvrement du sol à l'aide de l'indice foliaire, qui est le rapport entre la surface foliaire divisée par la surface disponible. L'évolution de l'indice foliaire modélise le taux de recouvrement des feuilles par le sol. Lorsque la plante est jeune,
La surface de l'ombre au sol est en fait la surface photosynthétique, car on peut voir que toutes les feuilles sont séparées. Puis quand la plante devient adulte et que les feuilles se superposent, l'ombre au sol devient égale à la surface disponible, ce qui fait que la surface photosynthétique n'est plus la surface foliaire, mais la surface disponible. La biologie intégrative est un paradigme qui décrit la croissance et le fonctionnement d'un système biologique doté d'une structure anatomique hiérarchique dans laquelle les éléments structurels source-puits sont en interaction. Il existe aussi une structure fonctionnelle qui ne coïncide pas avec la structure hiérarchique. Nous allons voir que le modèle GreenLab est un exemple typique de biologie intégrative. Nous avons une plante. Cette plante peut se décomposer en un graphe qui décrit sa structure hiérarchique, dans lequel il y a des éléments sources qui sont les feuilles, des éléments puits qui sont à la fois les feuilles et les autres organes, dont les entreneux et les fruits. Cette structure hiérarchique, qui est une structure anatomique, est en croissance. Les méristèmes l'augmentent à chaque cycle de développement. Et par ailleurs, tous ces éléments sont interconnectés à l'intérieur d'un pool commun qui en fait ne nécessite pas la représentation de la structure anatomique parce que la circulation de la sève dans la plante permet à chaque élément d'être connecté directement aux autres éléments via la communication de la sève à l'intérieur des canaux de la plante. Cette structure fonctionnelle donc est formée d'organes sources puits qui sont les feuilles et d'organes puits qui sont les organes. Tous les organes peuvent être des sources de biomasse pour la plante. Certains sont photosynthétiques, comme les feuilles, mais les tiges aussi peuvent être photosynthétiques, comme dans le cas des euphorbes ou des cactus. Les fruits peuvent être photosynthétiques, c'est le cas des psylliques, des colzas, qui continuent à faire de la photosynthèse pour remplir les graines, alors que les feuilles ont disparu. Les graines sont évidemment des sources de biomasse pour initier la croissance de la plante, mais également les tubercules. Tous les organes sont des puits, même les feuilles. On peut le voir par exemple sur des branches de lierre dont les feuilles sont dépourvues de chloroplastes et ne font donc pas de photosynthèse. Ces branches vont se développer et croître à la même vitesse que les branches voisines qui sont photosynthétiques. Évidemment, les fruits sont des puits, mais aussi les racines sont des puits, les tiges sont des puits et chez les ligneuses, il y a une caractéristique qui est la croissance secondaire, c'est-à-dire la croissance en diamètre des tiges, cerne par cerne, le long des années. Croissance en volume des organes et allométrie des formes. Lorsqu'on connaît le volume de l'organe, il faut en déduire sa forme, c'est-à-dire ses dimensions. Ces dimensions dépendent de relations allométriques. Dans le cas de la feuille, l'épaisseur de la feuille est constante. Quand le volume augmente, la surface va augmenter proportionnellement au volume. Donc le volume est égal à la surface de la feuille multipliée par son épaisseur. Dans le cas d'un cylindre, comme un entreneux, on connaît le volume, et si on connaît la relation entre le diamètre et la longueur du cylindre, à partir du volume, on va pouvoir reconstituer sa forme. Quand le volume de l'organe augmente, on va pouvoir calculer quelle est la longueur du cylindre et le diamètre du cylindre. Dans le cas d'un fruit, si on connaît son volume, on connaît son rayon par la formule, et lorsque le volume augmente, on va en déduire le rayon du fruit. Intéressons-nous à la loi de croissance en biomasse d'un organe et prenons l'exemple du fruit du poivron. Ces poivrons ont été cultivés dans des serres à l'université de Wageningen en Hollande. Nous avons suivi l'accroissement en biomasse du fruit du poivron. Nous constatons qu'à chaque cycle de croissance, au départ, l'accroissement est faible, puis quand le fruit grossit, son accroissement évidemment devient fort, puis quand le fruit arrive à maturité, l'accroissement diminue
et finit par s'annuler lorsque le fruit a atteint sa maturité. Cette courbe est une courbe en cloche. Cette courbe en cloche peut être modélisée par une famille de lois mathématiques qu'on appelle les lois bêta. L'accroissement du fruit, en général, va dépendre de 3 paramètres. D'abord, un paramètre génétique qui est l'évolution du puits du fruit pendant sa croissance. Et ce paramètre à lui seul ne permet pas de calculer quel est l'accroissement du fruit en fonction du temps. Il dépend aussi de l'offre en biomasse faite par la photosynthèse au cycle T-1 et de la demande totale des organes de la plante au cycle T, pendant la période ΔT d'observation qui est le cycle. Nous voyons donc que l'accroissement d'un organe dépend de la valeur du puits multipliée par l'offre divisée par la demande au cycle concerné. Si le rapport offre sur demande est constant, alors l'accroissement du fruit va suivre exactement la courbe de la fonction puits. Mais imaginons qu'on retire des fruits, on va diminuer la demande. À ce moment-là, la quantité de biomasse qui va rentrer dans les autres organes va augmenter. De même, si la lumière diminue, on va diminuer l'offre et l'accroissement de l'organe va diminuer. Circulation et stockage des réserves. Le pool commun. L'eau est prélevée par les racines avec les sels minéraux et sous forme de sève brute va arriver jusqu'aux feuilles. Là, la transpiration fait que l'eau va s'évaporer, en même temps le gaz carbonique va pénétrer. Il va se former des sucres. Ces sucres vont être ensuite transformés en cellulose pour la constitution des organes. La circulation de la sève élaborée qui contient l'eau avec les sucres va circuler dans toute la plante et au bout d'un temps suffisant, on peut considérer que tous les organes ont baigné dans un pool commun. Les feuilles vont prélever une partie de ce pool commun, les tiges et les racines une autre partie, les fruits une autre partie. Tout se passe comme si les organes baignaient donc dans un pool commun. C'est pour ça que, du point de vue de la biologie intégrative, on considère que la structure fonctionnelle peut être disjonctée par rapport à la structure hiérarchique. Et ceci est heureux parce que nous pouvons écrire des équations dynamiques si on considère que les organes baignent dans un pool commun, alors que s'il fallait faire le fonctionnement à travers la structure hiérarchique, il faudrait faire une propagation extrêmement coûteuse sur le temps de calcul. Dans les arbres, le pool commun en fait se situe dans la frondaison et la croissance secondaire va être proportionnelle au nombre de feuilles vues en amont, ce qui fait qu'on peut conserver la notion de pool commun. Efficience des modèles de culture classiques à compartiments, exemple de Tom Groh. Tom Groh a été développé à l'université de Wageningen. Les organes sont regroupés dans ces modèles par compartiments. Il y a le compartiment des feuilles, le compartiment des fruits, le compartiment des tiges. Dans des modèles de culture, la biomasse fabriquée est proportionnelle à la lumière reçue, à la surface de culture, multipliée par une expression qui est la loi de Baire, qui contient l'indice foliaire. Qu'est-ce qu'une serre? Une serre, on peut considérer qu'il y a une surface au sol, une surface foliaire qui la surmonte. Cette surface intercepte la lumière, assimile le CO2 et l'eau, et va fabriquer des éléments qui seront regroupés en compartiments, celui des fruits, des tiges et des feuilles. Comment fonctionne un modèle de culture? On a un indice foliaire qui intercepte la lumière selon la loi de Baire, qui va faire de la photosynthèse selon la proportionnalité entre la biomasse fabriquée et la lumière interceptée. La biomasse produite va être répartie en compartiments racines, tiges, feuilles, fruits, et le compartiment des feuilles va réalimenter la croissance avec un nouvel indice foliaire. Généralement, on simplifie le modèle en faisant 2 compartiments, un compartiment fruits qui contient le compartiment d'intérêt économique
et tous les autres organes sont regroupés dans un compartiment général. Ici, nous voyons les prédictions du modèle Thom Gros. Les mesures sont les points à différentes étapes de l'année, au printemps, l'été, l'hiver. Au printemps, nous avons une forte lumière et une bonne température. En hiver, malgré le chauffage et l'éclairage, les conditions climatiques sont bien moindres et l'on voit que la production est très différente suivant la saison. Mais les prédictions du modèle sont excellentes et on voit que la prédiction du modèle passe très bien à travers les points observés. Organigramme de la croissance des plantes dans le modèle GreenLab. Le modèle GreenLab est un modèle structure-fonction qui fabrique des plantes computationnelles. À la différence des modèles de culture, il est basé sur l'échelle du phytomère et non pas sur l'échelle du compartiment. Il rentre donc dans le détail. On part d'une graine Q0 qui va dans un pool de biomasse. L'automate botanique fabrique la structure de la plante et la biomasse fabriquée va se répartir au niveau des phytomères dans les branches, les fruits et les feuilles. Ces feuilles interceptent la lumière pour refaire de la photosynthèse et on voit qu'une boucle va faire pousser la plante et l'automate botanique va faire croître l'architecture. Le résultat est une plante computationnelle où la forme et le volume des organes sont calculés. On rentre donc dans le détail de l'architecture. Décomposition de la structure d'une plante en cohortes et séries organiques orthogonales. Qu'est-ce qu'une cohorte? C'est un ensemble d'éléments de même nature produits à une date donnée. Sur une plante, on peut observer les cohortes en regardant les phytomères terminaux des axes, par exemple des branches, et on peut voir ici donc la cohorte terminale des phytomères, et on peut voir ici une cohorte intermédiaire. De même, sur un système sympodial, les cohortes sont disposées différemment, mais on voit bien la cohorte terminale et la cohorte intermédiaire. Ce qui compte en fait, ce n'est pas leur position dans l'architecture, mais c'est le nombre d'éléments fabriqués à chaque instant. Si maintenant on regarde la matérialisation de ces cohortes, on s'aperçoit que quand on part du sommet d'un axe vers la base de cet axe, on va répéter le même phytomère. Ici, ce sont les mêmes phytomères terminaux. En descendant, on va appareiller les mêmes phytomères. La branche la plus complète est la première branche formée. Toutes les autres branches sont identiques du sommet vers la base, mais sont tronquées à la base. Les cohortes, on le voit, sont perpendiculaires aux séries organiques. Sur un système sympodial, on décrit la même série organique de la base au sommet pour un même âge physiologique, quel que soit le chemin emprunté. On n'a donc pas besoin en fait de matérialiser les cohortes et les séries organiques. La série organique traverse en fait les différentes cohortes sans pour autant avoir une description topologique. Cohortes et séries organiques sont extrêmement utiles et sont la base de la structure fonctionnelle de la plante, qui est en fait séparée de la structure hiérarchique. Et grâce à la notion de cohorte et de série organique, on peut étudier la croissance des plantes sans perdre son temps à regarder les relations des différents éléments au sein d'une structure anatomique. Influence du volume de la graine sur la croissance de la plante. Le modèle théorique GreenLab prédit que le volume d'une plantule issue d'une graine est proportionnel au volume de cette graine. Il en est bien ainsi. Par exemple, sur le cacaoyer, nous avons pesé cette graine qui faisait 0,7 g et nous obtenons ce jeune plantule. Cette graine qui faisait 1,2 g et nous obtenons ce jeune plantule. Vous voyez bien la grande différence du volume de la jeune plantule au même stade de croissance due aux différences de poids de la graine. Sur l'acajou, c'est exactement la même chose. Nous avons ici des grosses graines, des moyennes graines et des petites graines, et nous obtenons des grands plantules, des moyens plantules et des petits plantules. Description du fonctionnement d'un cycle de croissance. Au cycle T-1, nous avons les réserves fabriquées par la photosynthèse. Ces réserves
vont servir à créer d'abord les nouveaux phytomères par les méristèmes, qui sont encore à un stade embryonnaire. Nous savons que cette vitesse de développement dépend de la température ambiante. Une fois tous ces jeunes phytomères créés, on va assurer leur expansion, ainsi que l'expansion des phytomères précédents qui n'ont pas encore atteint leur maturité, à partir des réserves du cycle T-1. À ce moment-là, les cohortes d'organes sont installées et nous avons les dimensions des organes. L'indice foliaire va se calculer par le rapport entre la surface foliaire calculée et la surface disponible par plante, qui est l'inverse de la densité de plantation. Ceci nous donne en fait la valeur de l'ombre au sol, qui est en fait la surface foliaire qui intercepte la lumière. Cette surface étant connue, par l'action de la lumière et l'efficience de la lumière, nous allons calculer la photosynthèse. Et cette photosynthèse, son résultat, constitue les réserves du cycle T+1. Calcul de la surface photosynthétique dans le cas d'une plante individuelle. Dans les modèles de culture, on calcule l'interception de la lumière par le feuillage avec la loi de Beer-Lambert. On peut voir ici l'évolution de l'interception lumineuse par la loi de Beer-Lambert. Au départ, dans le champ, figuré ici par ce carré, quand la culture est jeune, les feuilles sont dispersées et la surface photosynthétique est égale à la surface foliaire. Puis les feuilles se recouvrent et la surface photosynthétique devient inférieure à la surface foliaire. Puis lorsque toutes les feuilles recouvrent le champ, alors la surface photosynthétique est égale à la surface du champ. Cette équation, qui figure la loi de Beer-Lambert, donne exactement ces résultats. Comment adapter ceci à une plante individuelle? Dans le cas de la plante individuelle, la biomasse de la plante figurée par QT ici est connue. Elle est égale, elle est mesurable, mais on sait qu'elle est égale à l'efficience climatique multipliée par la radiation lumineuse, multipliée par la surface photosynthétique de la plante qui est l'inconnue. Mais on peut stipuler que la surface photosynthétique de la plante est égale à une certaine surface de production de la plante multipliée par cette expression où figure la surface foliaire de la plante qui est connue par cette surface de production qui est inconnue. Et lorsque l'on voit ces deux équations, on voit qu'on connaît Q de T, on connaît SF de T, donc SP est solution de ces deux équations. Conclusion, nous avons résolu l'interception de la lumière et nous pouvons connaître quelle est la surface photosynthétique d'une plante individuelle. Une validation du modèle GreenLab s'observe au stade juvénile. On constate qu'au stade juvénile, la croissance est exponentielle. On constate aussi que c'est la même croissance quel que soit le mode de développement. Par exemple, si on prend une plante qui ne fait qu'un seul phytomère, c'est-à-dire qui n'a pas de développement, mais dont les phytomères s'accroissent, ici nous prenons une plante monocôle, ici une plante monopodiale, ici une plante sympodiale. Ces quatre plantes ont exactement la même production en biomasse et, par exemple, le poids de la feuille de cette plante qui n'a fait qu'un seul phytomère est égal au poids de toutes les feuilles de tous les autres modes de développement. On peut vérifier également une autre façon. Si on coupe les méristèmes des branches d'un caféier, on va obtenir un très grand caféier monocôle. Ceci, quelle que soit l'espèce de caféier. Lorsqu'on fait une simulation, si on ôte les branches du caféier simulé, on obtient un caféier simulé monocôle qui est géant par rapport au caféier d'origine. Ces plantes ont le même poids, comme le prédit la théorie. C'est donc une excellente validation du modèle GreenLab. Étude du comportement en croissance des plantes. L'intérêt d'un modèle mathématique, c'est qu'on peut étudier son comportement et voir si celui correspond bien à ce qui est observable dans la nature. Nous considérons deux types de croissance, la croissance libre, où toutes les feuilles voient la lumière, et la croissance limitée, où les feuilles s'occultent les unes sur les autres et sont contingentées dans un espace, lui-même contingenté par la surface disponible par la plante dans la plantation. Observons la croissance de la betterave. Au départ, la croissance est exponentielle.
Elle correspond au stade de la rosette où les feuilles sont détachées et ne se superposent pas. Puis la croissance devient linéaire lorsque la rosette est elle-même complète et que les plantes touchent leurs voisines. À ce moment-là, la production de biomasse est constante. Ceci est contrôlé par une équation du modèle GreenLab qui dit dans quelles conditions il va y avoir une croissance libre ou une croissance exponentielle. Dans cette expression, il y a ici la radiation, le nombre de feuilles par phytomère, l'efficience climatique, l'épaisseur de la feuille, le puits du phytomère, la durée d'expansion du phytomère, la durée de la photosynthèse pour les feuilles. Lorsque cette équation est égale à 1, la croissance va être stabilisée, elle sera dans un équilibre métastable. Cette croissance correspond à une plante très chétive. On voit ici son grossissement. Lorsque cette expression est plus grande que 1, alors la croissance devient exponentielle. Si elle est plus petite que 1, eh bien, la croissance s'amortit et finit par disparaître. Maintenant, lorsque cette formule donc est plus grande que 1, nous allons avoir, dans le cas de la croissance limitée, une sigmoïde pour la production. Au départ, la croissance est exponentielle, puis elle sature lorsque toutes les feuilles occupent la surface disponible par plante. Cette croissance limitée est évidemment le cas général des grandes cultures. Biomasse d'une plante individuelle et biomasse du peuplement en fonction de la densité de plantation. Soit une plantation de 1 mètre carré, dans laquelle nous allons planter des plantes. Nous avons ici par exemple une densité de 2 plantes, de 4 plantes, de 6 plantes, etc. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus la densité de plantation augmente, et plus le poids de la plante individuelle diminue, ce que l'on peut visualiser ici. Corrélativement, on voit que la production au mètre carré est au début proportionnelle à la densité de plantation, puis sature. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le feuillage recouvre le sol, la production au mètre carré sature. Par conséquent, plus on rajoute de plantes, plus ces plantes vont diminuer en volume et en poids. Analyse des séries organiques, validation du modèle GreenLab. Pour qu'un modèle mathématique puisse être utilisé, il faut être capable de calculer les paramètres de la plante à partir des mesures effectuées sur elle. Nous avons ici une tige de cotonnier, dont on peut voir la photo ici. Cette tige de cotonnier va nous procurer les séries organiques des feuilles, c'est-à-dire le poids des feuilles du sommet vers la base, ici, au dernier stade. De même pour les entrenœuds. Et nous avons pu faire ces mesures sur 3 stades de croissance différents. Les données sont les points rouges. Une fois que nous aurons estimé les paramètres, eh bien, nous devons ajuster correctement les données mesurées. Ces mesures dépendent en fait de paramètres qui sont les paramètres sources, c'est-à-dire l'efficience climatique et la surface de production SP, qui sont des inconnus, et des paramètres des lois de variation de puits, qui sont biparamétriques et que nous avons vus précédemment, et qui sont des courbes en cloche. Il y a 8 paramètres à calculer dans le cas de la tige du cotonnier. Une fois qu'on a ajusté au cours de la croissance ces paramètres, eh bien, on a un très bon ajustement des séries organiques qui démontre deux choses. D'une part, que le modèle est valide, fonctionne bien, et que ces paramètres n'ont pas évolué pendant la croissance de la plante. Si maintenant nous prenons le programme de simulation et que nous lui donnons les paramètres source-puits calculés, nous pouvons fidèlement reproduire la croissance de la plante qui a été observée ici à ces 3 stades de développement et bien sûr à tous les stades de développement. Une remarquable validation du modèle GreenLab se fait sur la densité de plantation. Nous avons vu que dans le cas de haute densité de plantation, la surface de production SP est égale à la surface disponible par plante, qui est l'inverse de la densité. Sur beaucoup d'espèces cultivées, nous avons pu calculer donc les surfaces de production des plantes par le modèle mathématique, et nous avons observé effectivement que les surfaces calculées par le modèle étaient égales aux surfaces
disponibles par plante. Et nous voyons que les surfaces de production calculées et les surfaces disponibles par plante sont sur une bissectrice. Quand les plantes étaient isolées, cela ne fonctionne plus et c'est bien normal. Et la surface de production devient inférieure à la surface disponible par plante. C'est le cas, par exemple, des tomates lorsqu'elles sont isolées, du cotonnier. On ne fait en fait que mesurer l'effet de l'auto-ombrage de la lumière sur la plante. Cette validation est assez extraordinaire puisque ça veut dire qu'en prenant une plante, en analysant ses séries organiques, on peut en déduire rigoureusement à quelle densité elle était cultivée. De l'architecture statique de la plante à sa simulation dynamique. Il s'agit ici du cas du Smalanthus, qui est une plante recueillie au Jardin des plantes. Nous avons donc prélevé une plante qui est le Smalanthus, nous avons analysé ses séries organiques, celles des feuilles, celles des entreneux. L'analyse des séries organiques nous permet de calculer ces paramètres source-puits, en particulier les paramètres des puits qui sont des courbes en cloche et qui donnent l'évolution du puits de la feuille, l'évolution du puits des entreneux, couplés avec les paramètres sources qui sont l'efficience climatique et la surface de production. On en déduit quelle était l'évolution de la demande de la plante, c'est-à-dire l'évolution de la demande des puits et l'évolution de sa biomasse. On est donc capable ensuite de simuler la croissance de la plante à tous les stades, alors que nous en avons observé qu'un seul. Et nous voyons ici le résultat pas à pas de la croissance du Smalanthus, restitué en 3D par le modèle GreenLab. Dans le cas des plantes ramifiées, il faut d'abord procéder à l'analyse des cimes, c'est-à-dire calculer le fonctionnement des méristèmes. Dans le cas du caféier, nous avons des séries de cimes. Nous en avons extrait ici 3 qui décrivent exactement comment sont les cimes de ces branches. Il y a des branches mortes, des branches manquantes, des irrégularités qui sont dues aux probabilités de développement des méristèmes. L'analyse des cimes va nous donner les taux de ramification, les taux de mortalité et les taux de développement. Ceci va nous permettre de calculer la demande de la plante, c'est-à-dire la somme des puits à tous les stades de développement, ce qui nous permet ensuite de faire l'analyse des séries organiques des feuilles du tronc, séries organiques des feuilles des branches. Vous savez que c'est la même branche du sommet vers la base qui se répète mais qui se développe, séries organiques des entreneux de la tige, séries organiques des entreneux des branches. La méthode des moindres carrés qui va extraire ces paramètres va nous donner les paramètres sources et aussi les paramètres puits qui sont donc les fonctions puits des feuilles et les fonctions puits des entreneux qui permettent donc d'ajuster correctement ces séries organiques. Nous pouvons alors procéder à la simulation de la croissance de ces plantes et obtenir autant de réalisations aléatoires tridimensionnelles des caféiers analysés. Le modèle GreenLab a été validé sur de nombreuses plantes cultivées. L'analyse des séries organiques de ces plantes à plusieurs stades de développement ont été parfaitement ajustées par les paramètres calculés par la méthode des moindres carrés. Nous avons ici la betterave, le cotonnier, le maïs, le concombre, le tournesol, les tomates. Nous voyons différents stades de croissance de ces tiges pour les séries organiques des feuilles, pour les séries organiques des fruits, ne figurent pas celles des entreneux, mais qui sont aussi très bien ajustées. Et vous voyez que tous ces stades sont ajustés correctement, ce qui prouve la constance des paramètres pendant la croissance de la plante, et ce qui permet de définir des paramètres liés à la croissance de la plante. La connaissance de ces paramètres est suffisante pour savoir comment la plante va croître. Le modèle GreenLab a été validé sur de nombreuses plantes cultivées, sur les plantes herbacées d'abord, comme le blé, le riz, le maïs, le colza, le tournesol, la tomate, le concombre, mais aussi sur des plantes ramifiées comme le cotonnier, le caféier, le pin, l'érable, l'acajou. Cela veut dire qu'on a un ensemble de paramètres sur ce puits et des paramètres de fonctionnement méristématique qui permettent de restituer la croissance à tous les stades de développement dans des conditions environnementales données.
Les paramètres calculés permettent de faire croître la plante pas à pas et de visualiser leur croissance de façon à restituer correctement le développement et la croissance de la plante. Ceci est évidemment une récompense pour le modélisateur, mais on n'a nullement besoin de l'image de synthèse dans le cadre des plantes agronomiques, dites computationnelles, parce que la validation ne se fait pas sur les images, mais sur l'ajustement des séries organiques. Il est néanmoins très satisfaisant de voir que les mesures obtenues permettent de voir correctement la croissance à tous les stades de développement. L'optimisation du puits du fruit par la sélection génétique. C'est une application potentielle du modèle GreenLab. Plus le fruit a un puits important, plus il va prendre de matière végétale et plus il va réduire finalement la structure de la plante et diminuer sa surface foliaire. Si le puits est trop important, la plante peut mourir et arrêter sa croissance. S'il n'y a pas de fruits, la plante va être beaucoup plus importante parce que toute la matière qui ne va pas aux fruits va aux feuilles et aux entrenœuds. Il existe donc une valeur du puits optimale pour lequel on a le maximum de récolte. En partant de la gauche où il n'y a pas de fruits, on va donc, en introduisant un puits de fruits qui augmente, arriver à un maximum. Ce faisant, on diminue le poids de la plante, donc c'est intéressant parce qu'on diminue l'irrigation, par exemple, ou les engrais pour y arriver. Si on part de la droite de puits très important, on va augmenter la production de la plante, mais en même temps augmenter le poids de la plante. Donc c'est plus défavorable pour les engrais et l'irrigation. S'il y a une grande variabilité génétique dans le puits du fruit, eh bien on sera capable de sélectionner la plante qui a le meilleur puits pour assurer la meilleure production. Une autre application du modèle GreenLab est le calcul du poids d'un organe qui n'est pas accessible à la mesure. Par exemple, dans une betterave, on ne connaît pas le poids de la betterave qui est situé sous le sol, mais on connaît les séries organiques des feuilles. Celles-ci sont déformées à cause de la compétition de la partie aérienne et de la partie souterraine pour la biomasse. L'analyse de cette compétition nous permet de calculer seulement à partir des feuilles quel est le poids de la betterave et quelle est sa fonction puits. De même, sur un concombre, une fois que les concombres ont disparu, par l'analyse des séries organiques, si on connaît l'emplacement de ces concombres, ce qui est visible, on est capable de calculer à chaque endroit quel était le poids des concombres et quelle était la valeur de la fonction puits de ces concombres. Informations sur le laboratoire AMAP et le modèle GreenLab. En France, le modèle GreenLab a été développé dans 2 laboratoires avec plusieurs instituts, notamment donc au CIRAD avec AMAP, à l'INRIA et à l'école centrale Supélec, où le projet DigiPlante a fortement contribué au développement du modèle. En Chine, avec l'Institut automatique de Pékin et la Chinese Agriculture University. En Hollande, avec l'Université de Wageningen. En Afrique, avec l'Université d'Aloa de Côte d'Ivoire. Plus de 35 thèses GreenLab ont été soutenues sur plus de 30 ans de recherche, thèses qui concernent aussi bien la botanique, l'agronomie que les mathématiques appliquées ou l'informatique. Les logiciels de simulation de croissance ont été développés et sont toujours en utilisation. De nombreuses citations des publications sur le modèle existent. Une PME diffuse des plantes virtuelles pour constituer des paysages, c'est la PME Bionatics. Le projet GreenLab a eu de nombreuses récompenses, dont la médaille d'or de l'Académie d'agriculture et le prix informatique Maxwell au colloque I3E. Une publication aux éditions Coué est parue en 2018 qui retrace l'histoire de la modélisation des plantes et de leur simulation avec le modèle GreenLab. Je vous remercie de votre attention.